et je vais donc vous commenter la visite qui va durer environ 1 heure, qui va s'articuler donc en 3 points. On va avoir donc tout d'abord une partie sur Néandertal où là je vais expliquer aussi qui est Néandertal, les circonstances aussi de la découverte avec Monsieur Constant. Et après on ira donc sur le gisement où là on expliquera plus en détail comment la fouille a été menée, la campagne des années donc, 60 qui a été dirigée par Monsieur Bonifay et Monsieur Van der Merch. Après le gisement on passera donc au gouffre et puis nous irons au parc à Ours et on terminera donc par le musée pour voir les vestiges de plus près qui ont été mis au jour en 1960. Merci beaucoup. Monsieur Constant, donc l'homme que vous avez pu voir sur la vidéo des sources, et ainsi que sur ses articles de journaux, il a mis au jour en 1957 une sépulture d'un homme de Néandertal. Cet homme au départ était un agriculteur, il n'avait pas vraiment de formation en préhistoire, il avait d'ailleurs hérité de la ferme familiale juste après la Seconde Guerre mondiale, il s'installe ici, et puis vous savez peut-être, certains d'entre vous ont visité la grotte de Lascaux, elle a été mise au jour en 1940 par 4 jeunes garçons. Mais la nouvelle, pareil, ne sera médiatisée bien sûr qu'après la guerre. Et donc c'est à partir de ce moment-là, au milieu des années 40, début des années 50, que les scientifiques vont venir dans la grotte faire des recherches. Et Monsieur Constant, qui était passionné de préhistoire, va régulièrement leur rendre visite et il va sympathiser avec l'un d'entre eux, l'abbé Glory, qu'il va héberger ici à sa ferme. Et c'est cet homme qui va lui dire que l'entrée trouvée par les enfants en 1940 n'était selon lui qu'un accès secondaire. On va penser que l'accès originel de la grotte de Lascaux était toujours inconnu, voyez, quelque part sur la colline. Monsieur Constant voit se produire en mars 54 un tassement de terrain devant sa maison. Il y a un petit trou qui se forme. Il ne fait pas vraiment attention jusqu'au jour où il y a un orage très violent, une pluie battante, comme aujourd'hui. Il voit l'eau la ruisseler le long de la colline et s'infiltrer dans ce trou. Comme il y avait beaucoup de débit, il s'est dit mais c'est étrange, pourquoi l'eau ne ressort pas? Là, ça lui fait un déclic, il se dit, mais bien évidemment, c'est qu'il doit y avoir du vide, une galerie. Alors il se met à creuser dans l'espoir de trouver une connexion à la grotte de Lascaux. C'était un homme très têtu, dans le sens où il ne va pas creuser quelques mois. C'est au bout de la 3e année, voyez, qu'il va découvrir la sépulture de cet homme de Néandertal. Alors au départ, il va avoir des indices. Il va découvrir tout d'abord des ossements d'animaux fossilisés, puis des outils préhistoriques. Alors à votre avis les enfants, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il a pu trouver comme outil? Exactement, il découvre des silex taillés. Donc il va les montrer aux scientifiques, comme il avait la chance de les avoir à portée de main, et là on va lui dire, tiens Roger, vu la taille et la dimension de tes éclats, c'est pas du tout les mêmes qu'utilisaient les hommes de Cro-Magnon, c'est beaucoup plus ancien. C'est certainement de la période moustérienne. Et le moustérien, on sait que c'est l'apogée de la culture des hommes de Néandertal. Donc là, on lui recommande vivement de demander un permis de fouille, parce que même si c'est une propriété privée, dès qu'on découvre des vestiges, il faut le déclarer. Il va à la mairie, il les déclare, il demande ce permis qui lui est accordé. Et il revient ici, mener ses recherches. Et à un moment donné, il va découvrir une couche de terre qui était un petit peu plus grisâtre que les autres salins qu'il a suivi. Et c'est cette couche qui va le mener le 22 septembre 1957 avec sa pioche qui retire tout d'abord une mandibule. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une mandibule, les enfants? Oui? Non. Une dent? Alors c'est ce qui tient les dents, c'est-à-dire qu'en fait c'est la partie inférieure d'une mâchoire. Là, il arrête les recherches et prévient de suite, bien sûr, les archéologues. Ils arrivent quelques jours plus tard, ils vont observer la mâchoire, on voit qu'elle est très large, carrée, qu'il n'y a pas de menton. Donc on sait de suite que c'est pas un homme de Cro-Magnon, comme on aurait pu faire bien sûr le rapprochement avec Lascaux, mais un homme de Néandertal. Ça ne surprend pas vraiment les scientifiques, parce que nous on est une région, la Dordogne, assez privilégiée, dans le sens où actuellement on connaît peut-être une centaine de gisements qui ont livré des restes osseux néandertaliens. Mais sur cette centaine de gisements, une trentaine ont été retrouvés ici, dans le sud-ouest de la France, peut-être sur un rayon, voyez, d'une quarantaine de kilomètres par rapport à ce site. Mais la date de ces squelettes, généralement, c'était entre moins 40 et moins 50 000 ans. Là, quand la mâchoire est envoyée à Paris pour une expertise, on apprend que ce squelette a entre 70 000 et 80 000 ans. Monsieur Constant, sans le savoir, il avait mis au jour, à la tombe humaine, la sépulture la plus ancienne connue d'Europe occidentale. Et face à une telle découverte, ça va être un petit peu les débuts des ennuis pour lui, dans le sens où les archéologues vont lui dire, bon monsieur, vous êtes agriculteur, il faut laisser faire les professionnels. Ils vont le mettre à l'écart. Lui, c'était un homme assez coriace, du coup il ne va pas se laisser faire. Le climat va s'envenimer à tel point qu'en 1964, les scientifiques vont quitter le site
non pas parce qu'ils avaient fini les recherches, mais parce qu'ils ne supportaient plus, vous voyez, la promiscuité avec le propriétaire. Et cette découverte, eh bien, va participer à changer un petit peu le discours qu'on avait sur les hommes de Néandertal. Ici, vous avez d'ailleurs une représentation de lui, une ancienne représentation, où vous pouvez voir qu'il est assez petit. Ils l'ont mis à 1,35 m, il est tout noir, très poilu, avec un visage très siniestre. D'ailleurs, les enfants, il vous fait penser à quoi cet homme quand vous le regardez? Un singe? Oui, exactement. C'est un petit peu, voilà, un singe. On pensait que c'était un petit peu, dans l'évolution de l'homme, le chaînon, voilà, qui rattachait le singe à l'homme. Alors, Néandertal, il n'est pas comme nous, c'est-à-dire que c'est une espèce qui est différente de nous, les hommes de Cro-Magnon. Tous les hommes de la planète, nous sommes des hommes de Cro-Magnon. Et Néandertal est une espèce différente qui va arriver ici bien avant nous. Il est le premier Européen. Il va quitter l'Afrique, il est à peu près 400 000 ans. Il va passer par le Proche-Orient et vient en Europe occidentale. Les traces de Néandertal vers l'Asie, ça s'étend à peu près pour le moment jusqu'à l'Ouzbékistan. Vous voyez, il a quand même une grande aire de répartition. Quand il arrive ici, il y a les périodes glaciaires. Donc on pense qu'il va rester un petit peu isolé, vous voyez, coupé du reste du monde. Et puis plus tard, qui c'est qu'on voit apparaître en Europe occidentale? C'est Cro-Magnon. Cro-Magnon lui quitte l'Afrique il y a à peu près 100 000 ans. Il passe par le Proche-Orient, où il s'installe avec Néandertal. Là, ces deux hommes vont cohabiter à peu près 50 000 ans sur le même territoire. Et une partie donc des hommes de Cro-Magnon vont arriver ici en Europe. Les premières traces de Cro-Magnon en Europe, c'est à peu près vers moins 40, moins 50 000 ans. La Néandertal et Cro-Magnon cohabitent 10 à 15 000 ans. Et au bout de cette cohabitation, les enfants, à votre avis, est-ce qu'il existe encore des hommes de Néandertal aujourd'hui? Non, voilà, ils ont disparu. Pourquoi? C'est encore une énigme, hein. On ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est dû à des maladies qu'on aurait amenées? Est-ce que l'arrivée de Cro-Magnon les a perturbés? Peut-être qu'on a réduit leur territoire, leur espace vital. Ça a peut-être occasionné un stress, vous voyez, pour la population. Du coup, le taux de natalité a peut-être chuté. Et vous voyez, petit à petit, voilà, la population s'est éteinte. Cette espèce s'est éteinte. On pense peut-être aussi que plusieurs facteurs sont liés à cette disparition. Mais les dernières traces de Néandertal, pour le moment, c'est vers moins 25 000 ans. Il est vrai qu'il n'est pas comme nous physiquement. Alors Néandertal est petit. Alors 1,35 m, maintenant c'est plutôt 1,60 m. 1,60 m pour 80 kg. Il était petit, très charpenté, avec une musculature très développée. Et c'est surtout au niveau du visage qu'on voit les différences. On le voit bien sur ce profil. D'ailleurs les enfants, est-ce que vous voyez des différences avec nous, les hommes de Cro-Magnon? Qu'est-ce qu'il a que nous on n'a plus? Oui? Il a un truc au niveau des sourcils. Exactement, oui, il a une bosse ici. Voilà, il a un bourrelet osseux, vous voyez, très prononcé au niveau des arcades sourcilières. Vous pouvez remarquer aussi, comme je disais, l'effacement du menton. Et la bouche, elle est un petit peu plus projetée en avant. Nous, on a un front qui est plutôt bombé, vous voyez, chez les hommes de Cro-Magnon, alors que chez Néandertal, il est incurvé. Il a un front fuyant en arrière. Et le crâne n'a pas la même forme. Il est plutôt ovale, en forme de ballon de rugby. Alors que chez nous, les hommes de Cro-Magnon, c'est plutôt rond. Par contre, la capacité cérébrale d'un homme de Néandertal et d'un homme de Cro-Magnon, elle était identique et même dans certains cas, elle pouvait être supérieure chez ces hommes-là. Néandertal et Cro-Magnon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont les premiers dans l'évolution de l'homme à enterrer leurs morts. Alors, est-ce que les animaux enterrent leurs morts? Non. Il y a des animaux, certains on s'est aperçu qu'ils pouvaient créer des outils, ils ont un langage, mais ils n'enterrent pas leurs morts. Et quand on enterre les morts, c'est très important, parce que ça va amener peut-être à des rituels, à des cérémonies, ça va amener certainement à un langage qui va être plus élaboré, et peut-être à des structures sociales organisées. Donc on s'est aperçu que Néandertal, comme Cro-Magnon, finalement peut-être ils participeront à instaurer les bases des sociétés modernes. Et pour comprendre un petit peu l'enjeu de cette découverte, c'est qu'à l'époque, on pensait que Néandertal avait acquis toutes ces pratiques culturelles. Il les avait acquises grâce au contact avec notre espèce, au début du Paléolithique supérieur. Mais le problème ici, c'est qu'il y a 70 000 ans, 80 000 ans, il n'y a pas encore d'hommes de Cro-Magnon, normalement, vous voyez, en Europe. Donc ça a permis de démontrer que Néandertal, de sa propre initiative, était une espèce qui avait aussi une conscience de la mort, des pensées abstraites, symboliques, un langage articulé. Voilà. Et que finalement, il participera aussi à instaurer les bases des sociétés modernes. Voilà. Et pour conclure, on a fait des découvertes exceptionnelles. Il y a quelques années de ça, c'est qu'il y a une grande étude sur l'ADN qui a été menée. On a réussi maintenant à reconstituer l'ADN des hommes de Néandertal et nous l'avons comparé avec de l'ADN
de personnes contemporaines. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, ça fait un petit peu l'effet d'une bombe là dans le milieu scientifique, c'est qu'on s'est aperçu, en comparant justement leurs gènes avec nous, eh bien qu'on aurait finalement entre 2 et 4% de leurs gènes en commun. Comment c'est arrivé ici? Eh bien, il y a peut-être deux possibilités pour expliquer ce fait. Soit il y a eu finalement peut-être métissage dans certains cas, d'où la présence de cet ADN en nous, mais d'autres scientifiques pensent que cet ADN pourrait provenir d'un ancêtre lointain qu'on aurait eu en commun, et puis une partie des gènes serait restée un peu dans Néandertal et un peu dans Cro-Magnon. Voilà. Actuellement, ils essayent de reconstituer l'ADN des hommes de Cro-Magnon du Paléolithique, donc de la préhistoire, pour voir si au départ il y a présence de cet ADN, ou si c'est arrivé, voyez, plus tard, lors de ce fameux contact. Sachant que, bien sûr, on a très peu d'éléments, très peu de squelettes, hein. Donc, vous voyez, on se base vraiment sur un tout petit pourcentage d'une population. Donc, ce sont des interprétations ou des recherches qui peuvent être, bien sûr, chamboulées, controversées si on découvre de squelettes. Hein. L'archéologie est une science, bien sûr, en mouvement, et donc le discours évolue selon les nouvelles découvertes et les apports, surtout, des nouvelles technologies. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ça va? Et d'ailleurs, maintenant, quand on représente un homme de Néandertal, parfois, on le représente avec la peau très claire et il est roux aux yeux bleus. Donc, vous voyez, l'image d'Épinal de cet homme singe, maintenant, est totalement balayée. Et certains scientifiques disent même que si on le rencontrait actuellement, on le croiserait dans le métro, habillé de façon contemporaine, et peut-être qu'on ne ferait même pas tellement la différence, vous voyez, entre un homme de Cro-Magnon, un homme moderne et un homme de Néandertal. Voilà. Alors là, on va faire vraiment un bond aux origines de l'humanité. Alors nous allons aller sur le gisement, où là je vais vous expliquer un peu plus en détail comment la fouille a été menée, et surtout comment a été bâtie cette sépulture. Nous irons ensuite aux ours, et nous terminerons donc par le musée, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour voir les vestiges de plus près. Les Bléians, donc là, ils découvrent les ossements d'animaux fossilisés, puis les outils en silex taillé. Et puis à un moment donné, il va découvrir une couche de terre qui était un petit peu plus grisâtre que les autres salindries. Il va la suivre et ça va le mener à l'emplacement de la sépulture humaine. Donc le 22 septembre 1957, il découvre cette mâchoire. Là, il arrête, il prévient les autorités. Les archéologues arrivent quelques semaines plus tard. Ils vont donc utiliser la galerie de M. Constant et récupérer le squelette pour sa préservation. Mais en faisant ça, ils découvrent une sépulture quand même complexe. Donc ils décident non plus de faire une fouille de sauvetage, mais une fouille programmée qui va durer de 1960 à 1964 sous la direction du professeur Bonifay et de M. Van der Merch. Les archéologues ne vont plus emprunter la galerie faite par Roger car elle était très instable et dangereuse. Ils vont prendre le parti de tout décaper par le haut. Donc ce sont eux qui vont donner cet aspect au gisement en enlevant donc couche par couche. Dans leur progression, M. Bonifay, le géologue, va mettre au jour d'énormes blocs de calcaire. Il les analyse, il s'aperçoit que ces blocs appartenaient en fait au plafond d'une grotte qui s'était effondrée à cause de l'érosion. Nous, en Dordogne, c'est un cas assez exceptionnel de découvrir une sépulture dans une grotte. Généralement, on retrouve les corps souvent plutôt sous des abris sous roche, dans des lieux d'habitat. Sachez que les grottes, bien sûr, n'étaient pas habitées. Celle-ci, c'est le cas aussi, c'était des zones de plus ou moins de passage. Donc ils décapent tout et ils atteignent donc la sépulture. Moi je vais vous la reconstituer en partant du sol tel que Monsieur Bonifay l'a mis au jour. Ils avaient fait tout d'abord, les hommes de Néandertal, une fosse qui se situait dans la partie la plus creusée contre la paroi. Vous voyez tout au fond là-bas. Donc une fosse. Ensuite ils ont fait une sorte de dallage irrégulier. Sur ce dallage, ils ont mis la peau d'un ours brun. Ils ont placé le corps, pas n'importe comment, mais en position fétale. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la position fétale, les enfants? Est-ce que quelqu'un sait? Non? Alors la position fétale, ça vient de fœtus. Le fœtus, c'est le nom qu'on va donner au bébé lorsqu'il est dans le ventre de la maman. Et donc sa position, ça veut dire qu'il a les jambes qui reviennent vers le ventre, les bras sous le menton en boule, comme ça. Et donc ils avaient posé le corps en boule, comme ça, mais penché sur le côté. On a retrouvé autour de lui de nombreux outils, donc en silex taillé. Il y avait aussi une pointe de lance retrouvée au niveau de son thorax. Ils ont déposé une pierre sur le haut du corps et sur cette pierre il y avait un racloir d'une excellente qualité, deux beaux éclats, un nucléus qui est un noyau de silex, donc la matière si vous voulez à l'état brut, c'est en frappant cette matière qu'ils vont détacher des éclats qu'ils utiliseront ensuite comme outil.
Et puis il y avait aussi le reste d'une patte avant d'un ours brun. Après, ils ont formé un monticule en pierre, donc un tumulus. Dans le tumulus, il y avait un bois de chute de cervidés. Et au sommet du tumulus, il y avait des charbons fossilisés. Alors à votre avis, qu'est-ce que ça peut indiquer des charbons fossilisés? Qu'est-ce qui donne des charbons généralement? Du bois brûlé, exactement. Donc un feu. Le feu, voilà, la présence, ces charbons nous indiquent la présence d'un foyer. Le feu, dans beaucoup de rituels funéraires, est associé à un symbole de purification. Bon là, bien sûr, on ne sait pas si c'est le cas. Par contre, il y avait sur la gauche une autre structure. Celle-ci était composée de 2 murets bâtis en pierre sèche d'environ 3 mètres de long, mis l'un en face de l'autre. Sur ces 2 murets reposait une dalle monolithe de plus de 700 kg. Sous cette dalle, il y avait là le squelette d'un ours brun. Les os étaient placés d'une manière assez particulière. Les os longs étaient alignés les uns à côté des autres et le crâne était calé entre des pierres. Il y avait aussi d'autres ossements plus éparses d'ours brun. On a retrouvé 3 oursons, 2 femelles et un mâle. Il y avait la présence d'un autre foyer à côté de cet ensemble. Quand M. Bonifay a regardé les os de plus près, il a vu des traces d'incisions et de racloirs sur les os. Lui, il pense peut-être qu'ils ont été tués, dépecés et mangés sur place. Ensuite, ils ont mis au jour dans différentes couches des pierriers. Dans ces pierriers, il y avait des ossements d'ours bruns, essentiellement des crânes, mais aussi des petits mammifères, tels que des lapins, des souris et des grenouilles. Et du lièvre aussi. Oui, c'est des dépôts intentionnels. Par contre, on s'est aperçu depuis qu'avec le ruissellement des eaux et le mouvement des sols, des ossements peuvent naturellement, voyez, se mettre sous des pierres. Ça peut rassembler des ossements. Donc on ne sait pas si c'est intentionnel ou naturel pour ces pierriers. On a quelques énigmes. Ici, il faut bien des petits mystères sur un site archéologique. Eh bien, nous, tout d'abord, c'est le crâne de cet homme de Néandertal. Bonjour. Il n'a jamais été trouvé. Monsieur Constant, lui, pensait qu'on lui avait volé le soir de la découverte, parce qu'il est vrai qu'il était accompagné d'un groupe. Des personnes participaient aux recherches. Comme vous pouvez le voir, il était très tard le soir, vers minuit, donc il se relayait. Et il y avait un couple qui était présent, qu'il ne connaissait pas, que des amis avaient ramené, qui sont partis dès le lendemain matin de manière très précipitée. Donc lui, il avait de forts soupçons sur ce coup. Donc est-ce qu'il a été dérobé? C'est une possibilité. Mais d'autres personnes pensent finalement qu'il est peut-être encore dans le gisement. En 1964, ils ont fouillé que la partie, voyez, qui est creusée. Tout le reste, pour le moment, est vierge. Et comme on s'est aperçu que des vestiges, des ossements peuvent se déplacer naturellement de plusieurs mètres, peut-être que ce crâne est encore dans le gisement. Soit il s'est déplacé naturellement, soit peut-être que les hommes de Néandertal l'ont déplacé eux-mêmes. Parce qu'on a retrouvé une pratique au Proche-Orient, à Kébara. On a retrouvé un homme de Néandertal dans une sépulture et le crâne, ils l'ont retrouvé à quelques mètres. Ils pratiquaient parfois le culte des crânes. Sachez que c'est une pratique qui peut paraître bizarre, mais qu'on retrouve encore dans certains pays, notamment au nord du Cameroun. Il y a les Fali qui inhument des défunts. Ils reviennent quelques années plus tard, ils déterrent uniquement le crâne, voyez, et ils le placent dans des urnes. Généralement, c'est pour commémorer des ancêtres, des personnes qui sont relativement importantes. Et puis, on a retrouvé aussi un os humain néandertalien, mais qui n'appartient pas à cet individu. Donc, il est possible qu'il y en ait un second. Depuis 64, Depuis 1964, aucune fouille n'a été menée ici. Et vous pouvez remarquer qu'elles reprennent enfin cette année et pour les 3 années qui viennent. Voilà. C'est la faculté de Bordeaux qui reprend donc le chantier. L'entrée de la grotte, on ne sait pas vraiment où elle était. Est-ce que c'est la cheminée naturelle qui a déblayé Monsieur Constant ou est-ce que c'est une autre galerie? Comme vous pouvez remarquer, vous avez plusieurs galeries qui partent sur votre gauche, dont une qui a été consolidée par des murets par la campagne de fouilles des années 60 pour éviter qu'elle ne s'effondre. Mais finalement, on ne sait pas où elle débouche. Et vous en avez encore une sur votre gauche ici, une galerie tout à fait à droite. Voilà. Alors pour Monsieur Bonifay, l'ours brun est associé ici. Certainement, ça a un sens pour lui dans le sens où l'ours symbolise la renaissance. C'est-à-dire qu'il part dans une grotte chaque année, il va mourir et il renaît au printemps. Et le symbole de renaissance, M. Bonifay l'a trouvé associé aussi avec la position fétale.
Et le bois de chute de cervidés, c'est pareil. Vous savez, les cerfs perdent leur bois chaque année et ça repousse tous les ans. Ça, c'est vrai que souvent, on retrouve des bois de chute dans les sépultures, aussi bien pour Néandertal que Cro-Magnon. Bon, là, ce sont des interprétations. Mais pour M. Bonifay, ça a permis de montrer que Néandertal avait déjà peut-être des rituels, qu'il avait un langage articulé. Et le soin qui est apporté à la tombe de cet individu, on ne le retrouve pas partout. Donc pour lui, c'est un marqueur du statut social. Il pensait bien que c'était un chef ou un chaman, quelqu'un d'important. Voilà. La parcelle qui est devant vous, donc clôturée, est classée monument historique. Donc interdiction formelle, bien sûr, de rentrer dans le gisement. Monsieur Constant, habitait toujours ici, on l'a mis à l'écart. Donc il s'est dit, puisque je ne peux pas mener mes recherches ici, c'est pas laisser faire pour autant, parce que c'était un homme qui était très têtu. Il s'est dit, là je peux peut-être pas fouiller, c'est classé, je vais aller fouiller de l'autre côté du jardin, là où ça ne l'est pas. Mais là vous allez voir, c'est titanesque ce qu'il va faire comme travail. Quand il découvre cette sépulture, il est âgé d'une trentaine d'années. Là il va creuser de l'autre côté plus de 70 ans. Il va s'arrêter parce qu'il a eu une attaque cérébrale, il a été paralysé d'une partie du corps. Mais il a creusé cet homme toute sa vie. Un véritable passionné. Tout ça. Oh là là. Vous avez vu tout ce qu'il a creusé? Alors bien sûr, tout était bouché, complet jusqu'en haut. Il va tout décarter à la pelle et à la pioche. Et là, on ne se rend pas compte, mais le trou qui part devant vous, c'est un gouffre qu'il a déblayé sur 35 mètres de profondeur. Et au fond du gouffre, il va encore déblayer des galeries sur des dizaines de mètres. Vous avez d'ailleurs tout un système de rails avec des wagonnets. Toujours dans l'espoir de découvrir une connexion avec Lascaux. C'est une véritable obsession chez cet homme. Malgré tous ses efforts, il ne va rien trouver d'exceptionnel. Quand même de beaux fossiles marins au fond du gouffre qui ont plusieurs centaines de millions d'années, qu'on verra donc tout à l'heure au musée. Et puis en face, vous avez des poteaux en bois. Vous les voyez? Oui. Et bien derrière ces poteaux, il y a une terre un peu orangée. C'est de l'ocre qu'il a mis au jour, qui va être utilisé par Monique Pétral. C'est l'artiste peintre qui va faire la reproduction de Lascaux, celle qui est actuellement ouverte au public. Alors bien sûr, il ne va pas creuser le massif calcaire, la roche. Il faut imaginer que là, c'est une rivière souterraine. Il y a plusieurs centaines de millions d'années qui a creusé ce gouffre. Et d'ailleurs, vous voyez, elle a façonné le rocher. Lui, il a donc tout déblayé. C'est-à-dire qu'il a enlevé les sédiments qui étaient un peu plus meubles. Mais bon, c'est quand même remarquable comme travail. Et dans les années 80, M. Constant va bâtir le parc à ours. Et il va se dire, puisque Néandertal a porté un culte à l'ours brun, il s'est dit, moi je veux absolument rester dans la continuité de cette civilisation et du lieu. Donc il va avoir l'opportunité de récupérer 3 oursons dans un parc animalier, 2 mâles et une femelle. Il en nomme un comme lui Roger, l'autre Copain et la femelle Fleur. Ils ont maintenant tous les 3 à peu près 29 ans, ce qui est très âgé parce que ça vit entre 25 et 30 ans maximum en captivité. On a eu 3 naissances depuis. Fleur et Roger ont donné naissance à Léopold et Balou, qui ont maintenant 21 ans. Et le dernier de la famille, c'est Charlie, qui a 7 ans. Par contre, Monsieur Constant n'a jamais connu Charlie, parce que lui est décédé, Monsieur Constant, en 2002. Célibataire endurci, il n'a eu ni femme ni enfant. Du coup, c'est sa nièce qui a hérité du site. Vous êtes toujours sur un site privé et familial. L'ours brun que vous voyez ici n'a pas beaucoup changé depuis le paléolithique moyen. C'est-à-dire qu'à l'époque de Néandertal, il était peut-être un petit peu plus petit. Alors que l'ours des cavernes, vous voyez, qui était pourtant majoritaire au paléolithique, a totalement disparu. Et au départ, c'est une souche pyrénéenne. On va aller les voir de plus près. Ne pas se mettre sur les murets, ni debout, ni assis. Et pour les plus jeunes, plutôt les prendre dans les bras que sur les épaules, parce qu'il y a des parties du parc qui sont quand même relativement basses. Voilà, c'est à peu près tout. Et bien sûr, rien jeter dans les enclos. Je vais vous faire les présentations. Dans le premier parc, nous avons Charlie. Dedans, à côté c'est Fleur.
On va aussi voir les autres. On va pas encore rajouter des petits spots. Vous pouvez remarquer que Fleur est en train de muer. Hein, c'est pour ça qu'elle a des touffes de poils qui partent. Ils le font une fois par an. Et généralement, voilà, cette période de l'année. La femelle est toujours bien plus petite que les mâles. Sur votre droite, vous pouvez apercevoir Balou. Balou. À côté, son frère jumeau, donc Léopold. Donc ils ont tous les trois 21 ans. Ça c'est Balou et ça c'est Léopold. Donc ce sont les trois enfants de Fleur. On verra tout à l'heure dans le dernier parc Copain. Copain qui a donc aussi 29 ans, qui vient de Grama. Le panda est un ours aussi. En Asie, c'est sacré, hein. Faut surtout pas y toucher. Alors il est vrai qu'il y a des similitudes avec nous, notamment au niveau du comportement. C'est un animal qui est assez intriguant. Déjà la manière qu'il a de se tenir debout, hein, il marche comme un homme. On a le même régime alimentaire, il est aussi omnivore. C'est un animal qui a la patte arrière, vous voyez sa patte arrière ressemble beaucoup au pied humain. Ils ont 5 orteils et un talon comme nous. Il est chasseur-cueilleur, opportuniste, finalement comme les hommes du paléolithique. Donc il est peut-être vrai qu'il a exercé certainement une fascination pour les hommes de Néandertal, tout comme c'est le cas aujourd'hui dans nos sociétés. Alors vous pouvez remarquer aussi qu'il a une bosse sur le dos, donc c'est son stock de graisse pour l'hiver, entre les omoplates. Il a des griffes qui font quand même 5 à 6 cm. Alors Monsieur Constant, bien sûr, était le seul à rentrer dans les parcs. Depuis qu'il est décédé, personne ne rentre. Mais le soigneur maintenant, quand il veut nettoyer les parcs, il va les appâter avec de la nourriture dans les box, il les enferme et après il rentre. Quand il leur donne à manger, il jette par-dessus les enclos. D'ailleurs, les contacts sont strictement interdits par la direction des services vétérinaires. On a des normes très strictes. C'est qu'ils vont manger petite bouchée par petite bouchée. Vous voyez, quand ils ont des morceaux de pain, ils vont déguster. Balou, Léopold, va là-bas. Voilà, pas de chamaillerie. Va là-bas, Léopold. Comment? Ça parlait de rison avec lui, le regard. Regarde Marie. Oui, Regarde. le courant, ça les Regarde le diffère, regard. ils n'osent pas approcher. Et le regard. Alors je sais qu'Espérance. Alors on va faire un grand cercle, voilà, pour que tout le monde puisse voir cette première vitrine. Donc comme je vous disais, voilà, la seule copie du musée, c'est le squelette, les squelettes, enfin, les ossements humains, notamment le squelette de Rigondou, dont la mâchoire est ici, vous voyez, il est placé d'une manière, il est allongé. Donc ce squelette, c'est Monsieur Constant qui va vendre l'original au musée de Périgueux en 1984 parce qu'il était à court d'argent. Il avait certainement besoin d'un apport financier pour continuer ses recherches dans le gouffre et puis surtout aussi pour les ours, pour le parc. Donc vous pouvez voir l'original là-bas au musée de Périgueux. Ensuite, vous pouvez remarquer qu'on nous a donc laissé 2 crânes, un de Cro-Magnon et un de Néandertal. Ce sont bien sûr des copies. Vous avez un crâne d'un squelette qui provient de la Ferracie, la Ferracie pour Néandertal, et un autre donc de Cro-Magnon. Est-ce que vous voyez qui est Néandertal, qui est Cro-Magnon? Exactement, voilà. Cro-Magnon est à droite et Néandertal à gauche. Alors ce qu'on peut remarquer, voilà, exactement, la mâchoire, voilà, sur Néandertal qui est plus projetée en avant, on voit bien, donc sur celui de gauche, Néandertal, on voit bien aussi l'effacement du menton. Vous voyez qu'elle peut voir la mâchoire comme elle est massive et carrée, en comparaison avec celle d'un homme de Cro-Magnon. Vous voyez, c'est plus en forme triangulaire, avec le menton plus pointu au bout. On voit bien aussi l'allongement, le front fuyant, qu'on voit très bien là sur le crâne. Et bien sûr, la forme du crâne qui est ovale chez Néandertal et plutôt rond chez Cro-Magnon. Alors nous ici, bon, on n'a pas le crâne, comme je vous expliquais tout à l'heure, peut-être voilà, on va le retrouver d'ici quelques années grâce à la fouille, on verra bien. Mais donc c'est quand même un squelette qui est très bien conservé. C'est peut-être pour ça qu'on peut dire que c'est une sépulture, justement, car il est pratiquement complet. D'ailleurs, pour la période entre 80 et 90 000 ans, voilà, c'est le mieux conservé pour cette période-là.
Derrière, par contre, ce sont les véritables dépôts que M. Bonifay a mis au jour dans la sépulture. Alors vous avez, en partant de la droite, une pierre percée. Cette pierre, on l'a retrouvée sous la dalle, qui reposait donc sur les murets. C'est un trou qui est naturel, mais qui a été agrandi par les hommes des Néandertals. Alors l'utilité de ces pierres, ça reste assez énigmatique, on ne sait pas vraiment à quoi elles servaient. Vous avez ensuite 2 tibias d'ours. Alors ces 2 tibias, M. Bonifay les avait retrouvés dans le prolongement des jambes de cet homme, comme s'il les avait eu allongés en fait. Et lui, il pensait que c'était un geste intentionnel. Bon, bien sûr, maintenant c'est controversé. Par contre, les râtoirs, donc les outils qui sont dans la vitrine, c'est ceux qu'on a retrouvés autour de cet homme de Néandertal. Le bois blanc, c'est apparemment le bois de chute qui a été retrouvé dans le tumulus, qui recouvrait donc le corps. Et sur la pierre, ce sont les dépôts qui étaient placés cette fois-ci sur la pierre, qui était donc placée sur le haut du corps de cet homme. Donc vous avez le râtoir, 2 éclats, un nucléus, qui est donc le noyau de silex, et ce qui est à gauche du nucléus, c'est ce qui nous reste en fait de la patte avant, de l'ours brun. Et les dents et les vertèbres douces ont été retrouvées aussi dans la sépulture. Pour vous montrer un petit peu la structure de cette sépulture, vous avez le dessin tout à fait à droite, le dessin du haut. On voit le tumulus, là vous voyez où on a retrouvé l'homme, les 2 murets qui ont été bâtis et la grande dalle. C'est sur cette dalle qu'on a retrouvé les ossements des ours bruns, dont un est actuellement exposé dans la vitrine centrale du musée. Et vous pouvez remarquer sur la stratigraphie de la grotte de Rigourdou, donc le dessin du haut, le point jaune matérialise la sépulture. Et M. Constant est passé par la cheminée qui est matérialisée sur la gauche avec le CH et la petite flèche. Vous le voyez? Vous la voyez là, Donc en fait, c'est l'éboulement qui se fait devant sa maison. Donc il va descendre dans cette cheminée. Il va déblayer la couche numéro 2, donc qui est matérialisée par les ronds avec le chiffre 2 à l'intérieur, et il va atteindre le point jaune. Au-dessus, ces énormes blocs éparses, c'est le plafond qui s'est donc effondré. Mais c'était très périlleux, vous voyez. Un moindre tassement de terrain, lui-même pouvait se retrouver enseveli dans cette cavité. C'était assez dangereux. Par contre, les autres ossements que vous avez dans ces prochaines vitrines, ce sont des ossements d'animaux fossilisés. Donc ce sont les ossements authentiques, mais eux sont tombés dans la grotte et ils n'ont pas pu en ressortir. Donc ils sont morts naturellement, enfin dans le sens où l'homme là n'est pas intervenu. Mais ça nous a permis de voir un petit peu la faune qu'il y avait ici en Dordogne il y a entre 50 et 90 000 ans. Vous pouvez revoir ici de l'Ursus peleus. Donc c'est de l'ours des cavernes, différent de l'ours brun. Vous voyez, quelques dents. Là, vous avez une mâchoire, une panthère des cavernes. Ensuite, des coprolites, des pierres rondes. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est, des coprolites? Des œufs? Non, ce n'est pas des œufs. Les coprolites, c'est le nom qu'on va donner à des excréments fossilisés. Ça veut dire que là, tu as sous les yeux soit des crottes de loup ou de hyène. Après, vous avez des sabots qui sont très bien fossilisés d'un cheval, avec quelques dents et des phalanges, puis du cerf, et là, et du bison. Je disais, ils ont entre 35 et 80 000 ans, ces ossements du cerf. Alors, M. Constant a quand même fait des petits apports dans son musée, dans le sens où il a acheté quelques ossements pour montrer peut-être, parce que Néandertal pouvait chasser en période glaciaire. Et donc ces ossements ne proviennent pas de ce site. Vous avez là dans l'angle du renne de Taïga, qui était très chassé par Néandertal, qui était un excellent chasseur et qui chassait essentiellement à la lance. Vous avez ensuite cet os blanc, donc, qui est un radius, une partie d'une patte, d'un rhinocéros préhistorique. Vous le connaissez peut-être son nom? Ce rhinocéros? Non. Alors c'est ce qu'on appelle un rhinocéros laineux, qui n'existe plus bien sûr aujourd'hui, mais vous voyez, il est poilu avec une seule corde. Là c'est peut-être une corde d'un bœuf musqué, je ne sais pas vraiment. C'est vrai qu'on a quelques énigmes dans ce musée aussi, des pièces qui n'ont pas, on ne sait pas d'où elles proviennent. Là le mammouth, avec un morceau d'une de ses défenses. Vous connaissez la matière peut-être? Comment? Pas d'ivoire. Si, tout à fait, voilà, c'est de l'ivoire, comme l'éléphant. Et là, ça appartenait au mammouth. Quelqu'un a une idée?
C'est vrai que c'est assez... Une dent. Exactement. Une belle dent, ça. Hein. Une pierre, voilà, représente en quelque sorte une dent, une molaire de mammouth. Alors je vous rassure de suite, vu la taille, hein, il n'en avait pas autant que nous, il en avait 4, qu'il renouvelait 6 fois au cours de sa vie à peu près. Et bien sûr, on s'est aperçu que dans des cas, parfois il mourait de faim, vous voyez, avant de mourir de vieillesse. Là, ce sont les fossiles marins qu'il va mettre au jour, donc dans le gouffre, hein, dans la partie, là où il y avait la grue justement, hein, en face du parc. Je pense à l'exception de quelques pièces qu'on a dû peut-être lui offrir ou qu'il a récupérées, on ne sait pas vraiment. Alors la bélemnite, c'est une sorte de calamar fossilisé. Le leptolepsis, c'est un petit poisson. Alors là, je ne sais pas, je pense pas que ça provienne du gouffre, ou du moins de celui-ci en tout cas. Hein. Mais bon, c'est pas sûr. Par contre, la calcite provient du gouffre, les huîtres aussi, les coraux, peut-être. L'agate vient d'ici, c'est sûr. L'ammonite. Cette agate, par contre, je pense qu'elle a été ramenée. Et puis, vous avez vu, vous avez 3 coquillages qui ne sont pas fossilisés. Alors les enfants, si on a trouvé des fossiles marins, à votre avis, qu'est-ce qu'il y avait ici il y a très longtemps? Et voilà, exactement. Il y avait la mer. Donc c'est des formations hein, qui sont bien très lointaines, hein, bien avant encore les dinosaures. Ça n'existait pas encore. Il y a des amis, il y a eu des dons aussi hein, pour la compléter. C'est pour vous montrer voilà, les différents stades pour la fabrication des outils et notamment son évolution dans le temps. Ici, on pourrait dire que c'est un peu la première phase, c'est les premiers outils. Vous êtes ici au paléolithique, le paléolithique on pourrait dire ancien, hein, qui va s'ouvrir avec l'Homo habilis, c'est le premier homme à créer l'outillage. Alors c'est assez rudimentaire, vous voyez au départ, hein, c'est juste une pierre avec un rebord tranchant. C'est lui qui ouvre notre lignée. Mais après lui vient l'Homo erectus, au paléolithique inférieur. Lui il va faire de découvertes exceptionnelles. La première c'est qu'il invente le biface, la pierre triangulaire que vous avez là en bas dans la vitrine, que vous retrouverez plus tard ici. Alors le biface, c'est une création qui a plus d'1 million d'années en Afrique. Et surtout, c'est un petit peu, c'est le couteau suisse de la préhistoire. Hein. Vous voyez, le principe, il est vieux comme le monde. C'est un objet qui renferme une multitude de fonctions. Bon, à part que maintenant, il n'y a pas encore le tire-bouchon dessus, hein, à l'époque, je veux dire. Mais vous voyez, avec la pointe, ils peuvent percer, inciser, graver. La partie bombée permet aussi bien de broyer des graines, hacher, concasser. La partie tranchante va permettre de racler des pots, mais vous pouvez aussi tailler du bois. En plus, ça peut être emmanché et non plus utilisé comme arme, enfin comme outil, mais justement comme arme. Hein. Il y a encore voilà, beaucoup de possibilités. La deuxième découverte que va faire l'Homo erectus et qui va être vraiment capitale, c'est le feu. La maîtrise du feu attestée il y a à peu près 400 000 ans. C'est vrai que la maîtrise du feu va peut-être amener les hommes à se déplacer plus facilement. Ça va permettre de conserver peut-être les denrées alimentaires, de se protéger contre les prédateurs et surtout d'aller dans des contrées qui étaient plus hostiles et plus froides. Et donc c'est à partir de là que débute une nouvelle période qu'on appelle le paléolithique moyen, environ donc 400 000 ans à moins 40 000 ans. C'est vraiment la phase de Néandertal. Néandertal d'ailleurs arrive en Europe, hein. Première trace de lui il y a environ 400 000 ans. Il va utiliser le biface, vous voyez Néandertal, mais là la qualité des outils n'est plus la même. Vous voyez, il y a une rupture, il y a une progression. Néandertal est un très grand artisan de la pierre, il va inventer une technique de taille très complexe qu'on appelle le débitage levallois. Là, c'est-à-dire qu'ils anticipent, ils arrivent à un stade où rien qu'en observant le bloc, ils savent à l'avance, voyez, qu'en le frappant à un endroit précis selon un axe déterminé, ils savent plus ou moins la taille et la dimension de l'éclat qu'ils vont avoir. Le but ici de la technique, c'est peut-être de minimiser la perte. Hein. Peut-être les débuts de la rentabilité, la mine de rien, ça se met peut-être en place assez tôt aussi, hein, principe. Paléolithique supérieur. Donc là, ce sont nous les hommes de Cro-Magnon. Elle débute, cette période, il y a à peu près 40 000 ans à 50 000 ans, de l'arrivée de l'homme moderne en Europe jusqu'à une nouvelle période qu'on appelle le néolithique. Cro-Magnon, comme je vous ai dit, va cohabiter avec Néandertal. Il va reprendre, on voit qu'il y a des échanges parce que Cro-Magnon reprend la technique de taille des œuvres de Néandertal. Mais regardez ici, Cro-Magnon progresse à son tour et il va faire un outil, lui, pour un usage spécifique. Hein. Peut-être d'où l'apparition d'ailleurs de tâches plus spécialisées avec des ateliers qui se mettent en place. Donc il fait des burins pour travailler l'os, pour travailler le bois. Vous voyez, il va faire des lames qu'il va emmancher. Il va faire aussi des perçoirs pour percer des pots, pour percer des coquillages ou pour percer les dents. C'est aussi le début de l'art qui
se met en place là avec les débuts des peintures, les premières peintures, gravures, sculptures et aussi les objets de parure. On quitte le paléolithique, l'ancien âge de la pierre, parce que là on est chasseurs-cueilleurs, hein, semi-nomades. Et là le néolithique, au nouvel âge de la pierre, la grande révolution. Quelqu'un sait peut-être qu'est-ce qui se passe dans le mode de vie? Exactement, voilà, la sédentarisation grâce à l'agriculture, l'élevage. Donc là c'est vraiment le début des communautés villageoises, ça se met en place. C'est aussi la grande période des dolmens et des tumulus, comme Tarsac, voilà, tout ça qui se met en place. Ils utilisent, voyez, encore le silex, ils le taillent, ils le polissent, et puis on va délaisser la pierre pour un joli règne de 3 millions d'années pour le métal, avec ces petites haches en bronze. Alors au départ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pense plutôt que ces haches en bronze étaient plutôt une valeur monétaire, d'échange. C'est-à-dire qu'on utilise comme outil encore la pierre. Mais c'est vraiment quand on va maîtriser le métal, notamment le fer, je veux dire, il y a à peu près moins 500 ans avant Jésus-Christ, que là on va totalement délaisser la pierre pour le métal. Et après, rapidement, moins de 2000 ans, ça va aller très vite, vous aurez rapidement le téléphone portable, l'appareil photo numérique, la 4G, ça va aller très vite. Et regardez là les enfants, vous avez une image qui représente un petit peu ce que M. Constant a mis au jour ici. Alors vous vous souvenez dans quelle position ils ont mis l'homme là? Vous vous souvenez comment on dit, comment ça s'appelle cette position? Comme on disait tout à l'heure, comme le fœtus. Voilà, il est en position fétale. Vous voyez, il dépose des ors, il va déposer des bois de cervidés, et puis il met des fleurs. Alors il est vrai que sur le squelette, ils ont décelé du pollen. Alors je ne sais pas si c'était du pollen de fleurs, ou peut-être d'une autre plante, mais sachez qu'au Proche-Orient, on a retrouvé des sépultures avec différents pollens, que des plantes plus ou moins médicinales. Voilà. Donc est-ce qu'ils ont mis des fleurs ici? On ne sait pas, de manière intentionnelle. Même si c'est des apports naturels, on ne sait pas vraiment. Magnifique pointe de lance, elle est très belle celle-ci, et un magnifique racloir. Alors vous connaissez le principe de la taille pour tailler le silex? Alors au départ, on prend donc un percuteur dur, comme le galet que vous avez là-bas. Ils vont frapper le nucléus. Alors nucléus, ça veut dire noyau. Donc là, en l'occurrence, c'est du silex. Ils frappent donc le noyau de silex, ils détachent des éclats. Ces éclats, ils peuvent les utiliser bruts, mais ils vont souvent les façonner avec un bois de cervidé, c'est-à-dire qu'on appelle un percuteur plus tendre. Ils vont donc donner des formes plus précises. Vous avez ici une pointe de lance, un biface. Regardez là, vous avez deux magnifiques racloirs. Regardez comme celui-ci est ergonomique. Il est vrai que quand on l'a en main, on sait plus ou moins déjà le geste qu'il faut faire. Donc vous avez là une lame lisse et une lame à dents. Parce qu'ils ont percuté la lame, le rebord, pour faire des encoches. Donc c'est comme nous, vous avez les mêmes lames. Alors que maintenant, c'est du métal et du plastique. Quoi qu'on revient au couteau en céramique. Comme je dis, pas exclu qu'un jour on se remette à utiliser du silex.